Bonjour. Pour beaucoup de gens, les mathématiques, c'est du calcul, c'est des nombres d'abord, des chiffres. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Un nombre, c'est quelque chose qui s'écrit avec des chiffres, mais ça peut être beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent avec des chiffres. D'une part, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être un numéro d'immatriculation. Donc il y a beaucoup de choses qui s'écrivent avec des chiffres. Ça ne fait pas des nombres pour autant. Un numéro de téléphone, il pourrait s'écrire uniquement avec des lettres ou avec des petites étoiles, peu importe. Si on veut que ce soit un nombre, c'est que pour l'essentiel, on va réussir à faire des calculs avec. Alors, la façon dont on fait les calculs est liée à la façon dont on va écrire les nombres. Et avec la façon dont on écrit les nombres, il y a différentes méthodes, disons. Par exemple, pour le nombre 1, on a l'habitude d'écrire les choses comme ça. On pourrait écrire comme ça, ou carrément comme ça, ou comme ça, comme faisaient les Romains. Si on regarde ce que faisaient les Romains, on ne peut pas dire qu'ils aient laissé des traces gigantesques en sciences, et en particulier pas en mathématiques, parce qu'ils avaient un système de numération qui ne leur permettait pas de faire des calculs extraordinaires, quoi. Si on regarde comment ils faisaient quelque chose du style, je ne sais pas, une opération relativement simple, 45, nous on va écrire ça comme ça. Eux, 45, il faut qu'ils écrivent que c'est 50, moins 10, plus de 5. Après 45, on pourrait mettre 96. Nous, on va l'écrire de cette façon-là. Eux, 96, ils vont écrire en disant que c'est 100, moins 10, plus 5, plus 1. Puis une fois qu'on a fait ça, si on veut multiplier, nous, on a une technique. On sait comment il faut faire avec les chiffres dans telle et telle position. On sait comment on va s'y prendre. On va utiliser 6 x 5, 6 x 4, 9 x 5, 9 x 4, et puis on va réussir à faire notre calcul comme ça. Là, avec ce système-là, si on essaye de faire une multiplication, on n'est pas sorti de l'auberge, il faut bien dire. Parce qu'il n'y a aucun moyen, à partir de la façon dont on a écrit les nombres, pour obtenir le résultat. Tout ce qu'on peut espérer, c'est être capable de faire le calcul de tête, ou par une autre méthode, et puis ensuite transcrire le résultat avec des chiffres romains. Mais le résultat qu'on obtiendra ici avec des chiffres romains, par rapport aux chiffres romains qu'on avait au départ, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est simplement une façon de noter le résultat, mais ce n'est pas quelque chose qui est opératoire, qui va permettre de faire un calcul. Alors qu'ici, il n'y a aucun problème, on peut en rajouter autant qu'on veut, des chiffres, et on a une technique qu'on a apprise à l'école qui nous permet de faire les calculs. Bon, si on pouvait le faire autrement qu'à la main, ce ne serait pas plus mal. Il y a différentes techniques. À l'heure actuelle, il y a des techniques modernes qui utilisent l'ordinateur. Il y a des techniques avant, qui étaient aussi des techniques du type machine qui remplace le calcul à la main. Ici, si je veux faire 45 multiplié, on a dit, par 96, eh ben, c'est très simple, si j'ose dire. J'ai écrit 45 ici, je vais tourner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois pour le 6. Je vais décaler là et je vais recommencer à tourner, cette fois-ci 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il ne faut pas que je me trompe. 9, si je vais trop loin, c'est parti pour faire un 0 à la place du 9. Donc, et je vais lire le résultat ici, et j'ai mémoire ici de ce par quoi j'ai multiplié. Bon, c'est en tout cas une technique qui montre que la multiplication, c'est une addition qui se répète, disons, et qui permet en plus de ne pas faire soi-même l'opération, mais de la laisser faire à une machine, quoi, disons. En fait, la vraie avancée sur la façon de faire les calculs, il a fallu attendre 1962 avec quelqu'un qui s'appelle Karatsuba pour avoir une avancée sur la méthode de calcul. Donc ça faisait déjà une bonne dizaine d'années qu'on avait des ordinateurs. Et c'est seulement depuis qu'on a des ordinateurs en fait, qu'on réfléchit à la façon dont on fait les calculs. Avant, quand on les faisait à la main, on faisait des choses épouvantables et on n'y réfléchissait pas trop. Alors, un exemple avec des nombres de deux chiffres. Si je prends par exemple la multiplication 54 multiplié par 67, telle qu'on a appris à la faire à l'école, on sait qu'il va falloir multiplier le 7 par le 4, qu'il va falloir multiplier le 7 par le 5, le 6 par le 4, et le 6 par le 5. Donc ça me fait 4 références à la table de multiplication pour mettre les nombres, les résultats là où il faut, et finalement faire un total et obtenir le résultat de la multiplication qui m'intéresse. En fait, quand on regarde ce que fait Karatsuba, il fait mieux, mais il ne peut pas faire énormément mieux. Il y a 4 références à la table de multiplication, il fait mieux, il fait 3 références à la table de multiplication seulement.
Alors pour ça, il a une façon de poser son calcul qui est assez stupéfiante, disons. On va prendre le 7 x 4, là, ici, le 28, donc, qu'on écrit. On ne se contente pas de l'écrire une fois, on l'écrit deux fois. Une fois en unité et une fois en dizaines. Ensuite, 6 x 5, c'est pareil, on sait que ça fait 30. On l'écrit au bon endroit, mais on l'écrit aussi en dizaines. Donc ça veut dire que j'ai fait le 7 x 4, le 6 x 5. Et maintenant, il me reste, a priori, dans la technique traditionnelle, il me reste les multiplications ici de 7 par 5 et de 6 par 4. Alors là, on va en faire qu'une à la place des deux, mais forcément, si je fais celle-là, il me manquera celle-là, et si je fais celle-là, il me manquera celle-là. Donc c'est autre chose. Alors l'autre chose en question, on l'obtient en tournant ici, comme ça. On va faire le calcul 5 moins 4 multiplié par 7 moins 6. On va dire que c'est un calcul très compliqué. Je calcule ce que fait 5 moins 4, et je multiplie par 7 moins 6. 5 moins 4, ça fait 1. 7 moins 6, ça fait 1. Donc je remplace ces deux multiplications ici par 1 fois 1, que je place à cet endroit-là. Et c'est miraculeux, ça marche. C'est-à-dire que je fais l'addition. 8 et 2, 10 et 1, 11. 6, 3. Et ça, c'est le résultat de la multiplication que j'avais posée, obtenu en faisant 3 références à la table de multiplication, et non pas 4. Donc, il y a un petit progrès, déjà, rien que sur des multiplications de 2 chiffres par 2 chiffres. Évidemment, il va falloir l'appliquer pour des multiplications qui ont un plus grand nombre de chiffres. Mais disons que le principe, c'est que déjà, on gagne sur 2 chiffres par 2 chiffres. Donc, quand on va augmenter le nombre de chiffres, et en particulier quand on fait des calculs avec 700 chiffres ou avec beaucoup plus maintenant, par exemple, le nombre pi, on obtient des milliards de chiffres et tout. Bon, ça veut dire qu'on manipule des nombres qui ont des milliards de chiffres, il faut être capable de faire les opérations autrement que ce qu'on faisait à la main. Donc on va regarder dans le cas général ce qui se passe avec l'ordinateur. Ici, on a un portrait de Karatsuba, donc, qui est le père de la méthode. On va faire les choses dans le cas général avec un nombre AB et un nombre CD. Donc le A, le B, le C, le D, c'est les chiffres. Et le A est en dizaines, le C est en dizaines, le B et le D sont en unités. Donc ça reviendrait à avoir ici 10A plus B et 10C plus D qu'on multiplie l'un par l'autre. Donc la première chose qu'on fait, c'est de mettre BD, le produit BD sur les unités et le produit AC sur les centaines. Donc c'est pour ça qu'ici il est écrit 100 AC devant le AC. Donc. Ensuite, on a un point pour dire qu'on met les choses en dizaines. Ce qu'on met en dizaines, c'est à nouveau le produit BD, donc ça fait 10 BD, et à nouveau le produit AC, donc ça fait 10 AC. Et puis ce qu'on met aussi en dizaines, c'est le produit qu'on a calculé tout à l'heure en tournant comme ça ou en tournant comme ça. C moins D multiplié par B moins A, de façon à avoir la troisième multiplication, la troisième référence à la table de multiplication qu'on avait tout à l'heure. Donc on fait le total, et ça marche. C'est-à-dire que normalement, quand on multiplie 10A plus B par 10C plus D, ben, ce qu'on devrait obtenir en développant, c'est simplement quelque chose d'assez classique, 100 fois AC, 10 fois BC, 10 fois AD, et puis le produit des unités BD. Cette chose-là, on peut la réorganiser autrement. On peut faire apparaître 110 AC moins 10 AC, pour le 100 AC. 10 BC plus 10 AD, ça ne bouge pas. Et le BD, il peut apparaître comme 11 BD moins 10 BD. Donc, si on réorganise les choses maintenant, ce qu'on va avoir, c'est le 110 AC, le 11 BD. Ça, c'est les deux produits qu'on a calculés tout à l'heure. 100 AC et 10 AC, 10 BD et BD. Et puis, il reste les 4 termes, 10 BC, moins 10 BD, moins 10 AC, plus 10 AD. Là, il suffit de regarder le produit qui est ici à droite, pour se rendre compte que quand on va le développer, ce qu'on va obtenir, c'est bien ces 4 termes-là. C'est-à-dire qu'on va avoir C multiplié par B multiplié par 10, donc ça fait bien le 10BC qui est au-dessus, etc. Donc quand on développe ici, ce qu'on obtient, c'est bien ces 4 produits-là. Donc on a bien la bonne formule, le bon résultat, avec cette technique, cette façon de poser l'opération. Mais bon, dans ce sens-là, c'est relativement simple. Si on part du rouge vers le bleu, c'est relativement simple. L'idée de Karatsuba, c'était de partir du bleu ou carrément du noir vers le rouge. Et là, c'est quelque chose qui est moins évident de trouver la façon de s'y prendre pour obtenir ce résultat-là. On n'est pas obligé de faire des calculs tout le temps pour obtenir un résultat. C'est-à-dire qu'on peut aussi obtenir des résultats sur les nombres sans faire les calculs, avec quelques manipulations, disons. Par exemple, ici, je vais démarrer avec
un cube, là, comme ça. Donc j'ai un cube tout seul. Je complète en mettant un ici au bord, un autre au bord, et puis pour finir ici dans le coin, j'en mets un quatrième. Donc je me retrouve avec 4 cubes, je peux grouper ici, ça me fait un carré de 2 sur 2, ça fait 4 cubes. Je peux recommencer la même manip. Sur le bord ici, je vais en rajouter 2. Sur le bord ici, je vais en rajouter 2. Et puis celui qui manque ici dans le coin, donc j'en ai rajouté 2 et 2, 4 et 1, 5. Je groupe, j'obtiens un carré de 3 sur 3. Je recommence. Ici sur le bord, j'en ai 3. Ici aussi, j'en ai 3. Et j'en rajoute un ici dans le coin pour avoir ce qu'il faut pour faire un carré, en remettant tout ensemble, de 4 sur 4. Je recommence. Ici au bord, j'en ai 4. Donc je les rajoute ici. Ici, j'en ai à nouveau 4. Et pour finir le coin, j'en rajoute 1. Je me retrouve avec un carré de 5 sur 5. Donc ici, le nombre de cubes qui est ici, c'est le carré de 5. Donc ils sont 25, obtenu avec cette bande ici qui a été rajoutée par rapport au carré précédent. Le carré précédent était de 4 sur 4. Et j'ai rajouté cette bande ici qui était faite avec 4, 4 et 1. Donc qui est 2 fois 4 plus 1, ça fait 9, mais c'est surtout un nombre impair. Et à chaque fois, à chaque étape, on avait rajouté une bande, ici, 3, 3 et 1. Donc 2 fois 3 plus 1, c'est le nombre impair précédent. Donc quand on regarde ce qu'on obtient, ben, ici, j'avais 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9. Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est les 5 qui sont ici, les 5 qui sont au bord ici, et puis celui qui manque pour faire le coin ici. Et donc, je vais obtenir finalement maintenant un carré de 6 sur 6 en ayant rajouté 2 fois 5 plus 1. J'avais rajouté 9, maintenant je rajoute 11. Et je vais continuer comme ça en rajoutant 13, 15, 17, 19, 21, tous les nombres impairs les uns après les autres. Et à chaque fois, j'obtiens une disposition en carré avec le carré suivant. Donc ce qu'on peut avoir comme résultat, qui n'est pas simple à obtenir par le calcul, c'est 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, plus 11, plus 13, etc. Et tant que j'ajoute des nombres impairs, comme ça, les uns derrière les autres, j'obtiendrai, quand je m'arrêterai, un carré de plus en plus grand, mais j'obtiendrai systématiquement un carré. En ajoutant tous les nombres impairs à partir de 1 jusqu'à un certain rang, on obtient toujours un carré. Ici aussi, on peut obtenir un résultat sans vraiment faire de calcul. Si on regarde cette pyramide, on voit bien qu'à part l'épaisseur des briques, la face est triangulaire ici. La base ici fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 briques. Au-dessus, on n'en a plus que 6. Au-dessus, il n'y en a que 5. Au-dessus, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait un nombre triangulaire. Le nombre de briques qui est ici, c'est ce qu'on appelle un nombre triangulaire. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. La question, c'est combien ça fait. C'est-à-dire si on démarre à 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, et on continue comme ça. Alors, il y a une histoire assez amusante là-dessus. C'est un des plus grands mathématiciens de tous les temps, qui s'appelle Gauss. C'est un mathématicien allemand. Quand il était petit, donc c'est le petit Gauss à l'époque, quand il était petit, son instituteur était pas très en forme et souhaitait que les élèves travaillent dans leur coin et ne s'occupent pas trop de lui. Donc, c'est des choses qui n'arrivent pas trop souvent quand même. Hein. Mais il leur a donné un calcul très simple, c'était 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, et comme ça jusqu'à 1000. Tranquille, à l'époque, tout ce dont disposaient les élèves, c'est une ardoise, une craie. Une fois qu'on a écrit 1 plus 2 égale 3, il faut tout effacer, continuer le calcul jusqu'à 1000 comme ça. Ça prend pas mal de temps. Il était tranquille. Le petit gosse, qui avait 4 ans à l'époque, au bout de 5 minutes, il avait son ardoise au-dessus de la tête avec le bon résultat dessus. Alors en fait, la technique du petit gosse, c'est donc celle-là. Si on regarde les deux extrêmes, là où il y a le moins de briques et là où il y en a le plus,
j'ai une brique et ici 7 briques. Quand je vais regarder, une fois que je les ai comptés ensemble, ok, ça fait 8. Une fois que je les ai comptés ensemble, je regarde les deux extrêmes qui restent. Les deux extrêmes qui restent, celle-là elle est partie, donc il reste 2 et 6 ici. Ici, il y en a une de moins qu'en bas, et ici, il y en a une de plus qu'en haut. Donc, je vais avoir une de plus, une de moins, au total, le même nombre de briques. J'en avais 8. Ici, je continue à en avoir 8. Ici, je continue à en avoir 8. Une de plus, une de moins. Et puis ici, celle-là reste toute seule. Pas de chance. Mais ceci étant, ça veut dire que j'ai une fois 8, une deuxième fois 8, une troisième fois 8, 3 fois 8, 24, plus une fois 4. Ça me fait finalement 28 briques ici, sans être obligé de les compter les unes après les autres. Et quand on regarde l'histoire du petit Gauss, c'est la même situation. C'est-à-dire que j'ai 1 plus 1000, ensuite 2 plus 999, 3 plus 998, 4 plus je sais pas quoi, 5 plus je sais pas quoi, 6 plus je sais pas quoi. Peu importe, à chaque fois, j'avais 1 plus 1000, ça fait 1001. 2 plus quelque chose qui fait 1001 à nouveau, puisque j'en ai un de plus, un de moins. 3 plus quelque chose qui fait 1001, et comme ça jusqu'à 500 plus 501. Donc ce qu'il obtient assez rapidement, c'est que ça fait 500 fois 1001, et donc finalement 500 500. Alors, cette pyramide, on voit bien qu'elle est en escalier ici. Si on regarde un escalier plus standard que le bord d'une pyramide, comme celui-là ici, la question qu'on peut se poser, c'est de combien de façons on peut monter l'escalier. Donc l'idée, c'est je vais m'autoriser, disons, à monter de façon classique, ou bien de temps en temps à sauter une marche. C'est-à-dire que si j'ai envie, à un moment donné, je saute une marche. Je ne m'autorise pas à en sauter 2, à en sauter 3, etc. Et aussi souvent que je veux, c'est-à-dire que je peux faire ça sans problème. Donc, de combien de façons on peut monter un escalier, tantôt directement à la marche suivante, tantôt en sautant la marche suivante. Alors, on va commencer pas avec un escalier à 0 marche, parce que ça ne va pas se faire, mais avec un escalier avec une marche, disons. Là, c'est relativement simple, je n'ai pas 36 solutions, j'en ai qu'une. Donc c'est vite fait. Pour un escalier à une marche, il y a une façon de faire. Pour un escalier à 2 marches, là, j'ai quand même une possibilité de plus, c'est, bon, ok, je peux monter comme ça, tranquillement, ou bien je peux sauter une marche, mais j'ai déjà fini. Donc, en fait, il n'y a que 2 possibilités. 2 possibilités pour 2 marches. On passe à 3 marches. Il y a toujours le moyen de faire tranquillement toutes les marches. Ou bien je commence tranquillement et je saute une marche, mais j'ai déjà fini. Ou bien je commence par sauter une marche et ensuite je termine. Donc pour 3 marches, il y a à nouveau 3 possibilités. Donc si on... Là, ça commence à devenir un peu compliqué à retenir. Donc si on regarde les résultats qu'on obtient, pour une marche, on obtient une façon de monter. Pour 2 marches, on obtient 2 façons de monter. Pour 3 marches, on a 3 façons de monter. On a une envie assez irrésistible, en particulier si c'était un test d'intelligence. C'est clair que si on regarde ce qui se passe pour 4 marches, on a très envie de dire qu'il va y avoir 4 possibilités. Alors, quand même, quand il commence à y avoir 4 marches, ça commence à être plus compliqué, a priori. Et donc, bon, si on regarde de façon un petit peu plus précise, on peut se dire quand même que soit je commence par la première marche, soit je la saute. Mais si je commence par la première marche, ce qui me reste maintenant, c'est un escalier qui n'a plus que 3 marches. Donc je vais commencer par la première marche, et puis finir par quelque chose qui correspond à monter un escalier de 3 marches. Ça, je sais que ça va se finir donc de 3 façons différentes. Maintenant, si je saute la première marche, ben, il me reste un escalier qui n'a plus que 2 marches. Et l'escalier qui n'a plus que 2 marches, je sais que je le monte de 2 façons, a priori. Donc, soit je commence ici et je termine de 3 façons, soit je commence ici et je termine de 2 façons. Donc, finalement, j'ai 5 façons de grimper un escalier qui aurait 4 marches. Et en fait, cette façon de comptabiliser, disons, marche tout le temps, si j'ose dire. Hein. Ça marche. Soit je commence ici, soit je commence ici. Si je commence ici, ce qui me reste pour finir le mouvement, c'est un escalier qui a 4 marches. Je sais que je le fais de 5 façons. Si je commence en sautant la première marche, je sais que j'ai un escalier de 3 marches maintenant, que je vais terminer mon mouvement avec seulement 3 façons de faire. Donc finalement, 5 façons, 3 façons. Ce coup-ci, pour 5 marches, j'aurai un résultat qui fait 8.
et ainsi de suite, à chaque fois. Ce qui compte pour savoir de combien de façons je peux monter un escalier, c'est d'ajouter les deux derniers résultats, puisque à chaque fois, je me retrouve soit avec l'escalier qui a une marche en moins, soit avec l'escalier qui a deux marches en moins. Donc, à chaque fois, il suffit d'ajouter les deux derniers résultats qu'on a obtenus. Pour le suivant, 5 et 8, ça fait 13. Pour le suivant, 8 et 13, ça fait 21. Le suivant, 13 et 21, ça fait 34, et ainsi de suite. On va continuer comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une suite qui est relativement célèbre, qui s'appelle la suite de Fibonacci. Elle est célèbre parce que Fibonacci, qui est un Italien du XIIe, XIIIe siècle, on parle dans un livre dont on n'a que la deuxième édition, mais la deuxième édition date de 1202, où il parle déjà de ce livre. C'est un des premiers à introduire les mathématiques arabes, disons, dans l'Europe de l'époque. C'est quelqu'un qui décrit une population de lapins, mais c'est une histoire un petit peu plus longue à raconter, donc on va se contenter de celle-là.